Alors, dans le livre, il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées. Il s'agit avant tout de la stabilisation de l'État africain et de son adhésion à certaines valeurs communes. L'État africain est en crise. On regarde le continent africain, la plupart des États sont en crise. Il y a nécessité aujourd'hui à ce que l'État africain soit stabilisé. Sans cette stabilisation, sans cette consistance, il sera difficile pour les États africains dans leur ensemble de mener une coopération, de renforcer leurs liens, d'adopter des positions communes face aux crises internationales. Et aussi, il leur sera difficile de défendre une voie unique africaine à l'arène internationale. Donc tout cela passe au préalable par le renforcement et par la stabilisation de l'État africain en tant que tel. Il faut pouvoir aussi renforcer nos organisations sous-régionales. Alors, pour pouvoir aller vers une intégration politique poussée, soit une confédération d'États africains ou une fédération d'États africains, telle que prônée par l'agenda 2063 de l'Union africaine, il faut que déjà, au niveau sous-régional, que nos organisations sous-régionales soient suffisamment renforcées. Le renforcement de ces organisations sous-régionales est le test le plus décisif pour pouvoir aller vers un renforcement de l'unité continentale. Il y a là aussi un important défi à relever. La troisième solution pour aller vers cette solution est l'accroissement des échanges culturels entre les peuples africains et la promotion d'une langue commune. Donc il est extrêmement important que les Africains se connaissent mieux, que les peuples se découvrent mutuellement, parce que s'ils ne se connaissent pas, s'ils ne se découvrent pas, il sera difficile pour eux d'aller vers des idéaux et des objectifs communs. Donc, en conclusion, disons que la réalisation de la deuxième aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine n'est pas une affaire simple. Tout ce que nous venons de dire, c'est facile à dire, mais ce n'est pas une affaire simple. Ça demande un engagement important de la part du chef d'État et du gouvernement à aller vers ce processus, mais aussi à engager les populations africaines dans le processus d'unification. Je passe très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, à l'autonomie en matière, à la nécessité de construire une autonomie africaine à travers la mise en place d'une politique de sécurité commune. Et on constate que, s'il faut faire un constat, que l'Afrique est minée par les guerres. De l'indépendance à nos jours, il y a différentes formes de guerres civiles, des guerres internes, mais aussi des guerres externes qui sont dues à une multitude de raisons. Oui, mais aussi, on voit récemment apparaître depuis les années 98 avec les attentats à Dar es-Salaam et à Nairobi, les attentats djihadistes à Dar es-Salaam et à Nairobi, on voit apparaître une menace islamique, une menace djihadiste encore très importante qui ravage aussi la bande sahélo-saharienne et qui a tendance à s'imposer et à se répandre ou alors à métastaser un peu partout dans le continent africain. Alors, la meilleure façon pour le continent africain d'assurer sa propre sécurité est la mise en œuvre de sa politique de sécurité commune. Elle existe, on ne va pas d'un vide à la matière. Des réformes importantes qui ont eu lieu au niveau de l'Union africaine ont permis la mise en place du Conseil de paix et de sécurité. Ce Conseil de paix et de sécurité est composé d'un certain nombre d'organes. Il y a le groupe de sages, il y a le système continental d'alerte rapide et la force africaine en attente. Il y a donc d'un côté tout un mécanisme de prévention du conflit et de l'autre côté un mécanisme d'action permettant d'éteindre ou alors de mettre fin à des conflits quand ils apparaissent. Et ce mécanisme qui permet de faire, d'arrêter les conflits ou de mettre fin au conflit, c'est la force africaine en attente. C'est très malheureusement, cette force africaine en attente n'est pas fonctionnelle. Elle n'est pas fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment une volonté politique pour la faire fonctionner.
Donc, il faut que, comme on l'explique dans le livre, que cette volonté politique puisse exister, que les ressources financières puissent être mobilisées pour le faire, et que, en gros, il faut d'une part une volonté politique et des ressources financières. Parce que nous ne pouvons pas, l'Afrique ne peut pas assurer sa propre sécurité en comptant exclusivement sur l'apport extérieur. Si l'apport extérieur a toute son importance, mais cet apport extérieur doit pouvoir s'appuyer sur une mobilisation suffisante des volontés politiques au continent africain, mais aussi une mobilisation des ressources. Et ceci est très important pour que cet objectif soit atteint. Le troisième facteur de l'autonomie stratégique africaine porte sur l'autonomie économique. Et il est très bon d'avoir son autonomie politique, mais lorsque cette autonomie politique ne repose pas sur des moyens, ne repose pas sur une autonomie économique, elle sera forcément impactée. La première sera forcément impactée. Il faut avoir donc autrement les moyens de sa politique. Il faut avoir les moyens de ses ambitions et les moyens de ses stratégies. C'est au nom de cela que, justement, que l'Afrique doit renforcer cette autonomie. Mais quand on voit l'évolution des initiatives économiques africaines, des indépendances jusqu'à nos jours, nous voyons en gros que les résultats sont en deçà des attentes. Il y a eu différents plans, différentes initiatives. Et, il y a eu la déclaration des Maroviens en 1979 qui avait pour objectif donc, de doter le continent africain d'une capacité économique pour assurer son autosuffisance. Mais le résultat a été le bilan de cette déclaration et des actions prévues dans cette déclaration ont été faites. Ensuite, on est allé vers le plan d'action de Lagos en 1980. Le plan d'action de Lagos n'a pas produit non plus de résultats tangibles. Il y a eu, après le traité d'Abuja en 1990, qui prônait la mise en place d'un marché unique en Afrique, et en dégageant un délai de 34 ans pour créer ce marché commun. Mais au vu des résultats obtenus, on constate également que les résultats sont en deçà des attentes. Il y a eu au niveau de l'Union africaine un mécanisme qui permet donc de mesurer les résultats de l'intégration économique. Alors, on a jugé finalement que les performances en la matière sont faibles et que des efforts importants doivent être faits en la matière. Et la dernière initiative née au niveau du continent africain est la ZLECAf. La ZLECAf fait rêver beaucoup de personnes. La ZLECAf, effectivement, fait rêver et repose sur des protocoles qui permettent d'assurer le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, mais aussi à mettre en place une véritable politique de concurrence. Mais nous ne sommes qu'à nos débuts. Et la mise en place de tout ce qui est prévu dans la ZLECAf pour renforcer le marché africain constitue un travail à faire, parce qu'il faut que les États puissent s'approprier ces instruments économiques, ces instruments et cette réglementation économique au plan interne, c'est qui est encore loin d'être le cas. Donc il y a tout un défi à relever pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Et cette autonomie ne peut être obtenue que si ces défis sont relevés. Et ces défis ne peuvent être relevés que s'il y a une volonté suffisante de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour aller vers ça. Pour conclure, je m'approprie les mots de Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne en matière de défense et de sécurité, qui dit que si nous n'agissons pas de concert aujourd'hui, nous serons insignifiants demain. Donc, si l'Afrique ne comprend pas, que les États africains ne comprennent pas qu'ils doivent agir main dans la main, c'est le continent qui sera encore perdant de
Et il faut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la conférence de Yalta, qui a réparti le monde entre les grandes puissances, États-Unis et Russie, cette conférence s'est déroulée en dehors du continent africain. Nous n'étions pas encore indépendants dans les années 45 et autres. Nous avons subi l'ordre international qui a les tissus. Nous ne sommes pas du tout représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'ordre mondial tel qu'il existe nous a été défavorable. Je veux parler du continent africain. Et après la chute du mur de Berlin à partir des années 90, le nouveau monde qui a émergé n'était pas non plus un monde qui était complètement favorable à l'Afrique. Aujourd'hui, le monde connaît des grandes mutations, comme on le connaît depuis la guerre russo-ukrainienne. Il y a une recomposition des cartes. Il y a de nouveaux pôles de puissance qui apparaissent. Il y a l'émergence du Sud global. Si l'Afrique rate cet autre rendez-vous, je me demande à quel rendez-vous pourrions-nous participer. Et lorsque nous le ratons, je reviens à mes premiers propos, à la lettre du futur lue par Mme Zuma. Les générations futures en 2063 nous en voudront. Le vœu des entrepreneurs ne seront pas réalisés. Les vœux des jeunes, les vœux des femmes ne seront pas réalisés. Donc nous n'avions pas d'autre choix en Afrique que de nous unir autour de ces trois piliers de l'autonomie stratégique pour pouvoir apparaître comme un continent fort et puissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sylla Youssouf.